BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est le PDG de Thales Alenia Space, Hervé Deray, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on vous invite pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a l'ouverture aujourd'hui du World Satellite Business Week à Paris, donc, où toute l'industrie mondiale du satellite va se réunir. Vous êtes un des leaders mondiaux, on va parler de vos activités. Et puis aussi parce que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, nous dit, et Thierry Breton aussi, le commissaire européen au numérique, l'Europe spatiale accélère. Bon, on n'était déjà pas mauvais, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on avait l'impression de s'être un peu fait doubler. Les constellations à la SpaceX, les lanceurs réutilisables à la Falcon 9. Alors, est-ce qu'on est dans la course, Hervé Deray ? On est plus que dans la course. Je pense qu'on n'a pas peur. D'abord, on n'a pas peur de nos grands concurrents, qu'ils soient américains ou dans le reste du monde, parce qu'aujourd'hui, en termes de compétences et de technologie, on est tout à fait à la pointe. Et on le démontre tous les jours à travers les compétitions qu'on gagne en Europe, évidemment, mais qu'on gagne aussi dans le reste du monde. Parce qu'il faut effectivement dire que déjà, il n'y a pas que l'orbite basse dans la vie, il y a aussi les satellites géostationnaires à 36 000 km sur lesquels vous êtes leader mondial. Oui, absolument. Donc cette année encore, on a conforté notre leadership avec 5 satellites gagnés dans ce domaine, 3 commerciaux et 2 militaires. Mais je dirais qu'on n'a pas peur non plus et on est aussi, je dirais, très bien positionné sur les constellations. On parle évidemment beaucoup de SpaceX et de sa constellation Starlink, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine des constellations, historiquement, Thales Alenia Space est la société qui a réalisé et qui opère aujourd'hui, ou en tout cas toutes les constellations qui sont aujourd'hui en service, je parle d'Iridium Next, de Globalstar par exemple, ou de O3B, sont des constellations qui ont été développées et réalisées par Thales Alenia Space. D'accord. Et puis, c'est juste sur les derniers projets. Ah non, mais même les derniers projets. On a annoncé en début d'année, donc c'était le résultat d'une compétition mondiale, un projet qui a été lancé par la société canadienne Telesat, qui s'appelle Lightspeed, et qui a tout à fait, je dirais, la même ambition que Starlink. Et ce projet a été également gagné par Thales Alenia Space. Et en termes de technologie, il est probablement même plus avancé que Starlink. C'est-à-dire que cette constellation, Lightspeed, est une constellation qui est, si vous voulez, comme une sorte de réseau d'Internet dans l'espace, avec des satellites qui sont interconnectés par liaison optique. Ouais. Et de ce point de vue, je dirais que c'est presque plus ambitieux que ce que fait Starlink aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas du tout de honte à avoir. Pour autant, je dirais que c'est un marché très compétitif. Et pour rester à la pointe, il faut continuer à innover comme on le fait tous les jours. Alors il y a un autre segment de marché aussi, c'est la conquête de l'espace par les êtres humains, et notamment la construction je sais pas comment vous appelez ça, d'habitats spatiaux, de capsules. Modules pressurisés. Voilà, de modules pressurisés sur lesquels vous êtes. Ah oui, alors effectivement, ça c'est un des secrets les mieux gardés, je dirais, de l'Europe spatiale européenne, c'est que on fournit en fait aujourd'hui 50% des modules pressurisés de la station internationale. Et cette compétence, on la met à profit pour, je dirais, attaquer les nouveaux marchés. Alors les nouveaux marchés, c'est d'abord tout ce qui concerne la conquête de la Lune, puisque vous savez qu'on va retourner sur la Lune, c'est le grand programme de la NASA qui s'appelle Artemis. Dans lequel vous êtes d'ailleurs. Et dans lequel on est absolument, puisque l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, coopère avec la NASA sur ce programme. Et dans ce cadre, on fournit, alors il va y avoir une station lunaire, une station orbitale lunaire qui va tourner autour de la Lune et qui va servir un peu de point de relais pour aller redescendre sur la Lune. Et on fournit 3 des modules pressurisés qui vont je dirais, construire cette station lunaire. Et puis il y a aussi un événement assez récent, c'est que tout ce sujet de l'exploration spatiale et des vols habités est en train de devenir un domaine privé, comme vous le savez. Ah oui, notamment avec les projets, là encore, d'Elon Musk. Et pas uniquement. Alors, en fait, il y a Virgin aussi. Et puis il y a une société qui s'appelle Axiom, qui a comme ambition de bâtir une station internationale privée. Et la première étape, c'est d'avoir des modules pressurisés qui vont s'accrocher à l'ISS, à la station internationale. Et là encore, Axiom a fait appel à Thales Alenia Space pour réaliser 2 de ces modules. Alors je dirais que c'est très ambitieux et ça va accueillir des missions, je dirais à la fois scientifiques, mais également des spationautes privés. Et puis peut-être un jour on aura du tourisme spatial, mais je pense que c'est pas la vocation principale. Le projet d'Elon Musk sur la Lune avec la NASA, une station permanente, vous serez aussi, vous faites
partie prenante sur certains modules ou pas? C'est ce que je disais, oui. C'est cela. Voilà, c'est sur le module, sur ce qui tournera autour de la Lune. Tournera autour de la Lune, et puis on commence à s'intéresser à la suite, parce que la suite, ça va être d'aller sur la Lune. Alors déjà d'aller sur la Lune, donc on parle d'habitat sur la Lune, donc on a des projets d'études dans ce domaine. Vous y croyez? Écoutez, je pense que, en tout cas, ce qu'on sent, c'est que c'est un enjeu très important. C'est un enjeu de puissance aujourd'hui, et on retrouve dans les années 2020 ce qu'on a connu dans les années 60, sauf qu'au lieu d'être une confrontation entre l'URSS et les États-Unis, là maintenant, c'est États-Unis-Chine, avec cette course très, je dirais, très engagée, et probablement des débouchés. Alors, ce que voit, en tout cas, un certain nombre d'experts, c'est des débouchés autour de ces marchés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la Lune? Est-ce qu'il y a des ressources rares, des ressources minières, à voir. Mais en tout cas, je dirais que c'est très concret, et pour les 10 ans à venir, il va y avoir des grands projets, et nous, on sera, je dirais, complètement partie prenante de ces projets. Alors, l'autre phénomène dans votre secteur d'activité, dans l'espace, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le New Space, les start-up, les French Tech, qui commencent à rentrer sur ce marché qui était avant réservé à des très grands groupes comme vous. Je rappelle, 7700 personnes, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais on a reçu, nous, il y a 1h30, une French Tech qui s'appelle Loft Orbital, qui fait notamment du covoiturage dans l'espace, qui héberge sur ses satellites des modules de différents clients. Est-ce que c'est une menace, ces acteurs qui disruptent le marché, comme l'a fait à une époque Elon Musk, ou au contraire, c'est une chance que l'argent afflue dans le domaine spatial? Non, je pense que c'est une opportunité, parce qu'en fait, c'est typique. Loft Orbital, c'est tout à fait typique. Ces nouvelles sociétés, elles offrent des nouveaux business models, des nouveaux services, en fait. Et à ce titre, je dirais, pour réaliser cela, elles se tournent en général, alors parfois, elles s'appuient sur leurs propres compétences et leurs propres ressources, mais elles combinent ça en général avec l'expertise, on va dire, des grands maîtres d'œuvre, des grands acteurs du spatial. Et Loft Orbital, c'est le meilleur exemple. On leur fournit des plateformes aujourd'hui pour réaliser leur service, qu'on pourrait appeler un service de satellite as a service. C'est-à-dire que vous leur fournissez le satellite un peu nu? Typiquement, c'est ça, voilà. Ils s'appuient sur une de nos joint ventures aux États-Unis, qui s'appelle LeoStella, et on a fabriqué pour eux les premiers satellites, les premières plateformes qui vont héberger les services de leurs clients. Et donc, j'ai rencontré récemment le CEO de Loft Orbital, et on travaille de manière très partenariale. Et quand vous voyez tout cet argent qui afflue dans la New Space, par exemple là, Loft Orbital, ils ont levé 120 millions d'euros sur ce plateau tout à l'heure, ça fait de presque une licorne. C'est incroyable que ces moyens financiers soient mis au service d'entreprises émergentes. C'est pas un peu frustrant parfois quand on a la tête de grandes sociétés comme les vôtres de dire tant d'argent pour les startups? Non, tant d'argent, c'est très bien en fait. Ça démontre en tout cas, je dirais, l'intérêt de ce marché, la dynamique très forte du marché. C'est vrai que les valorisations sont énormes. On a le phénomène des SPAC aux États-Unis qui effectivement aboutissent à des valorisations d'entreprises qui sont absolument colossaux. Mais ce qu'on voit en tout cas pour nous, c'est que finalement, ça représente de nouveaux marchés. Et dans la plupart des cas, on est partie prenante, on participe à ces projets et d'une certaine manière, on bénéficie finalement de cet afflux de capitaux. Alors, un mot aussi sur vos implantations. Vous êtes donc une entreprise franco-italienne. Votre siège social, il est à Cannes. Cannes, absolument. 1800 salariés, je crois, là-bas. C'est le premier employeur des Alpes-Maritimes. De Cannes. De Cannes, d'accord. En tout cas, nous, on sera dans la région demain, puisqu'on sera en direct de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous êtes un des gros industriels, finalement, de cette région. De cette région, absolument, oui. On a un ancrage très fort dans la région. Ça fait plus de 90 ans qu'on est installé à Cannes. C'est un des sites historiques dans lequel, à la fois, on assemble et on intègre tous nos satellites de télécommunications. Donc, une grosse expertise de système et puis d'intégration de nos satellites. Et puis, c'est là aussi qu'il y a la compétence sur tous les satellites d'observation optique qui, je dirais, qui ont plusieurs vocations, à la fois dans le domaine de la défense, mais aussi pour l'observation de la Terre, typiquement sur le grand programme Copernicus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spatial a un énorme apport pour l'environnement, puisqu'on participe à un programme de monitoring de l'ensemble des données, on va dire, de l'environnement, que ce soit je dirais, la hauteur des océans, les fonds des glaces, mais aussi ce qu'on fait par exemple à Cannes, un très bon exemple, on va mesurer le taux d'émission de CO2, mais sur des surfaces très réduites, c'est-à-dire on a une précision de 4 km², et nos équipes de Cannes sont en train de travailler sur ce projet passionnant. Par exemple, savoir si tel ou tel site industriel est émetteur de... On parle beaucoup d'environnement en ce moment, on parle de la COP26. Finalement, la meilleure
façon de mesurer, je dirais, l'efficacité des politiques publiques, c'est justement d'extraire ces informations. Et 75% des données qui sont gérées par le GIEC, finalement, viennent de l'espace et on contribue fortement à cet enjeu. Juste encore un mot, bien sûr, c'est une industrie éminemment duale, l'industrie spatiale. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires dans l'activité militaire et civile aujourd'hui? C'est environ 13% dans le militaire et le reste est dans le civil. Ah oui. Donc ça se répartit entre 55% sur de l'institutionnel civil et puis le reste sur du commercial. Du coup, c'est un jeu fair avec les Américains qui, eux, sont beaucoup plus positionnés sur le militaire. Ça, c'est une très bonne question. En fait, les États-Unis, aujourd'hui, il faut bien comprendre que je dirais la part de l'institutionnel et les investissements institutionnels, c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros par an, à comparer à 8 milliards en Europe. Et de fait, nos concurrents américains, aujourd'hui, plus de 80% de leur chiffre d'affaires repose sur le marché institutionnel. Donc ils font, je dirais, de manière marginale les 20% restants dans le commercial, alors que nous, on est plutôt à 50-50. Et donc ça nous oblige à être finalement ultra compétitifs, à innover énormément. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est au meilleur niveau international. Avec 7700 employés, je le redis encore, et 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Hervé Deray, PDG de Thales Alenia Space, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Tout de suite, il est 8h30, le journal.